On en était où? Ah oui, déballage fini, place au test. Une imprimante 3D pour moi c'est juste un outil. Tout ce qui m'intéresse c'est que ce soit facile à utiliser, fiable, précis et que ça fonctionne pour mon usage. C'est-à-dire des pièces de précision avec un rendu quali. J'explique tout ce qui me semble utile. Le reste... L'interface de l'écran a complètement été remis à neuf. On trouve facilement ses marques. Le menu d'accueil sert de tableau de bord, utile pour avoir une vue d'ensemble pendant l'impression. Dans le deuxième, on contrôle tous les éléments à l'intérieur de l'imprimante, ventilation, chauffage, etc. Mais le troisième onglet est très intéressant. Il est dédié à la gestion des bobines et des AMS. Alors lui, ça fait longtemps que je l'attendais. Il se raccorde à l'arrière, le tube PTFE s'insère dans l'une de ses entrées, celle du haut est associée à la buse de droite et l'autre à celle de gauche. Il est immédiatement reconnu par l'imprimante qui nous propose de le paramétrer. Pour ça c'est très simple, tout est indiqué. Je mets le filament dans son emplacement, il se charge, fait un aller-retour, calcule la distance entre le hub et l'AMS et c'est fini. Après ça, il apparaît sur l'écran de contrôle. Soit vous mettez une bobine bambou et grâce à la petite puce, il reconnaît immédiatement la couleur, la matière, la quantité qu'il reste. Soit vous mettez une autre marque et vous renseignez toutes les infos manuellement. Ici, c'est le taux actuel d'humidité. Ça, je pense que le dessin est clair, tout le monde l'avait. Et ici, on peut voir qu'il est associé à la buse de droite alors que le porte-bobine est sur la buse de gauche. En appuyant sur ce bouton, ça vous permet de vous abonner à la chaîne. Et celui-là, on lance la fonction séchage. Je peux sélectionner le type de filament qu'il y a à l'intérieur. La liste est hyper complète et encore une fois, tout est déjà préprogrammé. Avant de lancer le cycle, le module s'assure que le filament est bien enlevé du système de chargement car il peut se ramollir avec la chaleur. Une fois que c'est fait, on valide et c'est parti pour quelques heures. Par moment, la bobine effectue une petite rotation pour que le séchage se fasse sur toute la surface. Des résistances envoient la chaleur à l'intérieur et un système d'évacuation expulse l'air humide par une valve qui se trouve en dessous, tandis qu'une autre injecte de l'air frais. Une fois le cycle fini, cette valve se referme hermétiquement. Parce que oui, sécher son filament c'est une chose, mais le conserver c'en est une autre. Et ça, c'est du vécu. Après un cycle de 8 heures, le taux d'humidité est descendu à 10%. Et à mon grand étonnement, ce taux s'est conservé plusieurs jours de suite. En fonction de ce que j'imprime, ça diminue de plus ou moins 1% tous les 2 jours. Certains l'ont peut-être déjà vécu avec l'AMS première génération, un morceau de filament cassé dans cette partie. Entre ici et là. Vous voyez de quoi je parle, hein? Pour moi, c'était le parcours du combattant pour démonter et remonter le capot intérieur. Bon, c'est arrivé qu'une fois, mais c'est déjà bien assez pour être remarqué. Sur la nouvelle génération, les 4 tubes sont apparents et toutes les pièces sont à portée. C'est bien pensé. Un autre petit détail mais qui fait la différence, les bacs sont renforcés en céramique pour protéger les entrées contre l'usure causée par le frottement du filament. Et le pressoir se fait maintenant vers l'avant. Ça paraît bête, mais c'est quand même une manipulation qu'on fait très souvent. Et bonne nouvelle pour tout le monde, après une mise à jour, il sera bientôt compatible avec les modèles X1 et P1. Et courant du 3e trimestre, ce sera le tour des A1 et A1 mini avec un nouveau kit hub. Et inversement, les anciens AMS sont aussi compatibles avec la H2D. Ça, c'est cool. Il peut monter jusqu'à 65 degrés, idéal pour la plupart des filaments. Et pour les plus techniques, il y a le AMS HT, qui lui a atteint les 85 degrés. Là, ça sera plus pour le polycarbonate, le TPU ou le nylon. C'est exactement le même principe, mais pour une seule bobine. Celui-ci a un clapet qui se clipse et se verrouille. Il y a une alimentation individuelle et il se raccorde au premier AMS. On retrouve toutes les infos sur le cadran et aussi sur l'écran. On a la possibilité de raccorder 4 AMS et 8 AMS HT, ce qui fait au total 24 couleurs ou matériaux. Perso, je vois pas trop l'utilité d'avoir autant de couleurs, mais ça a le mérite d'exister. Vous connaissez des gens qui utilisent autant de couleurs différentes ? Pour terminer sur l'écran, l'avant-dernier onglet est dédié aux infos personnelles et aux différentes calibrations et étalonnages. La première est essentielle, c'est l'annulation du bruit du moteur, compassion des vibrations, nivellement et un étalonnage du décalage des bus. Ça prend à peu près 30 minutes, mais de nouveau, on appuie sur un bouton et on attend. Elle fait tout toute seule. Mais ça, on connaît, c'est pareil sur tous les modèles. En dessous, il y a un autre étalonnage plus poussé du décalage des bus. Étant donné que les deux doivent être parfaitement alignés pour éviter justement des décalages entre les couches et les couleurs, il me semble nécessaire de le faire juste avant de lancer la première impression. Pour celui-là, elle a besoin d'un filament foncé et d'un autre clair de la même matière. Le premier part directement de l'AMS et l'autre se place sur le porte-bobine. Je raccorde le tube PTFE dans l'entrée gauche et l'autre bout va sur le porte-bobine. On insère le filament dans le tube et on le pousse jusqu'à ce qu'il rentre en contact avec la buse. Pendant le processus, le filament s'est coincé. Oh, ça va, on se calme. Ça m'a permis de remarquer que cette partie n'est pas bien alignée et faisait pression sur le filament en le bloquant. En même temps, le tube est relativement long et du coup prend beaucoup de place. En réorientant simplement le petit bout, tout est rentré dans l'ordre et elle a pu reprendre sa calibration. On peut noter au passage qu'il y a une amélioration de l'isolement sonore quand la porte est fermée. Le bruit de la ventilation est toujours présent mais mieux géré que sur la X1. Sur l'écran d'accueil, on a quelques modèles d'impression comme le fameux petit Benchy en version accélérée de 23 minutes.
Elle tient parole. Il est sorti en 23 minutes. Le résultat est correct, mais j'ai remarqué quelques défauts ici et là. Bon, je me formalise plus avec ça parce qu'avec l'expérience, ça fonctionne toujours mieux quand les fichiers viennent directement du slicer, donc Bamboo Studio. Sur ce modèle standard, en vitesse normale à 43 minutes, il est parfait. Elle a bien géré les zones de surplomb, la surface est lisse et la première couche est parfaite. Les petits bateaux, c'est cool pour se faire une première idée, mais on veut du concret. Dans ce projet, il y a beaucoup d'angles à moins de 30 degrés et sans support. Dans ces conditions, c'est un défi pour une imprimante d'aligner parfaitement chaque couche les unes aux autres sans avoir de soucis. Ici, j'ai laissé tous les paramètres de vitesse par défaut, à la case débrouillée, on verra bien. Pour les impressions basse température comme le PLA, on est habitué à imprimer porte ouverte, vitre de dessus enlevée, comme sur la X1 par exemple. Avec le système d'aération, toutes les impressions se font maintenant vitre fermée. Le clapet du dessus s'ouvre pour créer un appel d'air et celui à l'arrière évacue. Pour moi, c'est un vrai changement. Si j'avais fait ça avec la X1, c'est sûr et certain, j'aurais eu un décollement de la première couche au niveau du ventilateur auxiliaire. Surtout avec une pièce aussi large. En tout cas, le système fonctionne bien. La chambre est maintenue à 29-31 degrés et c'est resté stable tout au long de l'impression. La caméra a toujours une résolution de 1920 sur 1080, mais une lampe supplémentaire a été ajoutée à l'intérieur. On voit une nette différence. Comme c'est plus lumineux, je trouve qu'il y a beaucoup plus de détails. Pour moi, c'est important, surtout pendant le prototypage, car ça me permet de voir immédiatement si la pièce présente un défaut ou pas. Le résultat est surprenant. Je ne sais pas comment elle a réussi à gérer les zones de surplomb, mais la différence est flagrante. Malgré un réglage plus pointilleux de la vitesse, le mieux que j'ai su faire avec la X1, c'est ça. Le filament n'a pas accroché dans les coins. C'est pas très grave, car ça ne se voit pas de l'extérieur. Mais avec la H2D, il n'y a absolument aucun défaut ou imperfection. Les couches sont lisses, les finitions parfaites, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. En tout cas, ça, c'est les réglages de base. Je suis bluffée. Quand on travaille le PLA et les LED, la précision est importante car une fois allumés, tous les défauts peuvent apparaître. Ah, et au fait, tout ça c'est gratuit pour la communauté 3D. Promis, je vais bientôt les poster sur MacAward. Ça matche parfaitement avec le bureau FlexiSpot, c'est le prochain projet. Si vous avez des idées pour customiser ce bureau qui monte et qui descend, dites-le moi en commentaire. J'ai fait un test avec cette fleur, toujours avec les réglages de base et c'est parfait. Cette fois-ci, il n'y a pas vraiment de différence de qualité avec la X1, mais le gain de temps est appréciable. J'ai gagné une vingtaine de minutes sur une impression de 9 heures, ce qui entre autres est lié à la barre transversale qui remplace les tiges en carbone. Oups. À ce stade, je ne suis pas sûre que ces données soient vraiment fiables, car il y a quelques petites anomalies sur d'autres fichiers. Sûrement parce qu'on est encore sur la version bêta de Bamboo Studio. Ou peut-être que j'ai trop bidouillé dans les paramètres de vitesse. C'est possible. Et si ça vient de la machine, ça veut dire qu'elle va plus lentement dans les zones de surplomb par rapport à la X1. Mais le rendu est meilleur. À ce stade, c'est encore un peu tôt. Donc, c'est un point sur lequel je vais pas m'aventurer pour le moment. La plaque indique une taille d'impression de 350 sur 320 sur 325. Mais c'est pas tout à fait ça. On nous a menti? Je crois que c'est moi qui a mal lu. Il est écrit max. En fait, la buse de droite n'a pas accès à cette partie du plateau. Et celle de gauche à cette partie. Une impression avec une seule buse, c'est 325 sur 320 sur 325. Et avec les deux, 300 sur 320 sur 325. En découpant le modèle, on peut faire toute la surface, mais c'est pas le sujet pour l'instant. Sans surprise, le résultat avec d'autres filaments se passe super bien. La technologie dans la tête d'impression y est pour quelque chose. C'est bourré d'innovation. Tout ce que j'ai retenu, c'est le cerveau moteur. Si ça vous dit rien, c'est normal. Seuls les vrais experts de l'impression 3D connaissent peut-être ce fonctionnement. Pour les incultes comme moi, c'est le moteur qui se trouve tout en haut de l'extrudeur et qui contrôle la détection de colmatage ou de bourrage de la buse. Ce terme m'a marqué parce que ça reprend une partie du travail du micro-lidar qu'on parlait tant sur la X1. Ce qui explique pourquoi il n'y a désormais plus de tests de débit de filament avant l'impression. À la place, il y a cette petite goutte. C'est trop mignon. Maintenant, il y a aussi des caméras de partout qui détectent les échecs d'impression, les spaghettis, etc. Le tout assisté par l'IA. Je ne sais pas vous en dire plus car je n'ai eu aucun problème jusqu'à présent. Le plateau adhère super bien. Bon allez, on va quand même essayer d'en provoquer un. Après tout, on est là pour ça. AMS ouvert, bobine humide, vitre ouverte et une deuxième couche de sébum sur le plateau. On met la dose. Et pour couronner le tout, je l'ai déplacé sans faire les calibrages. Bon, raté. Ou réussi. Enfin, soit si vous avez compris quoi. Tout au long de ces tests, il y a quelque chose qui a changé dans ma pièce. Mais j'étais incapable de dire quoi. Jusqu'à ce que je passe à l'ABS. Tiens, aucune odeur. Mais vraiment aucune. Autant le PLA c'est subtil et même agréable. Oui, je sais. Autant avec l'ABS, on sent qu'on ne doit pas rester là très longtemps. Ici, rien du tout. Le système de filtration à l'arrière fonctionne vraiment bien. Et c'est assez facile pour remplacer les cartouches. Les filaments techniques, c'est l'un des intérêts à posséder ce type d'imprimante à caisson fermé.
Les clapets se ferment et la chambre chauffe jusqu'à 65 degrés. De nouveau, tout est contrôlé en mode automatique. Je ne vous le cache pas, le rat que je suis, le multicouleur et le multimatériau, ça n'a jamais été mon truc. Beaucoup trop gourmand en filament. Le nombre de purges me donne la nausée. Oh. Sans parler du temps d'impression qui est beaucoup trop long et j'ai jamais le temps. C'est pour ça que dès la conception, je privilégie toujours une approche avec des pièces qui s'emboîtent, quitte à me casser la tête plutôt qu'une approche multicouleur. Si j'ai bien compris, 2 bus, ça change la donne. Du moins avec 2 couleurs. Pour en avoir le cœur net, j'ai imprimé ça. Hybride mi-panda, mi-canard, en mauve et blanc. Je pense que le résultat parle de lui-même. La légende avait raison. 42 grammes d'économisés. C'est précisé dans le slicer avant de lancer l'impression. En réalité, c'est plutôt la moitié, mais l'idée est là. La tour de purge est toujours présente. 2 petites crottes au début pour l'amorçage et 2 autres à la fin pour la purge. Mais plus aucun déchet entre chaque couleur et ça fait plaisir. Le slicer exagère un peu la quantité de filaments économisés. En revanche, ce qui est réel, c'est le gain de temps énorme. 3h10 de différence, c'est le jour et la nuit. Ça, c'est validé à 100%. C'est sûr et certain que je vais m'y mettre. Et pour 4 et plus alors? Pareil, il y a une économie de temps de 30% plus ou moins. Ça se prend. C'est entre autres lié au nouvel AMS qui est beaucoup plus rapide dans ses mouvements de déplacement des filaments. En tout cas, je vois une réelle différence avec l'ancienne version. Et aussi grâce à la gestion de couleurs directement dans Bamboo Studio. Comment ça fonctionne? Il détecte la couleur dominante et la place dans la buse de gauche. Les autres couleurs sont dans celle de droite. De cette manière, seules les couleurs les moins utilisées sont purgées, d'où le gain de temps. Donc avant de lancer l'impression, il indique où placer chaque couleur. C'est une option pour optimiser le temps et les purges, mais on peut aussi lui imposer de faire avec la configuration actuelle, ou aussi de choisir où doit aller chaque couleur. C'est bien optimisé car en termes de filament, on a un gain aux alentours de 7,5%. Ça se prend aussi. Voyez le petit clapet qui est en dessous de la buse à gauche? Maintenant à droite, gauche, droite. Ah, ça va, j'arrête. Les 2 bus chargés de filaments et prêtes à être utilisés immédiatement fonctionnent de manière complémentaire. Lorsque l'une est active, l'autre est protégée par un clapet. Ce dispositif empêche la buse inactive de laisser s'échapper du filament. Ça évite ainsi tout risque que celle qui n'est pas utilisée scinde sur la pièce en cours d'impression. C'est ce qui permet d'avoir ce taux de qualité aussi élevé. Comme quoi, parfois les petites choses font la différence. Comme mettre un j'aime sur cette vidéo. C'est fait? Allez, c'est parti. Là, on a vu que tout est beau, tout est rose, mais c'est pas le cas avec tous les filaments. En même temps, celui-là, il est particulier. Bah oui, il y a toujours un lourdeau dans la bande. Je parlais bien sûr du TPU. C'est souple, élastique, c'est cool, mais dans une imprimante, il demande toute une organisation à lui tout seul. Je vous l'avais dit, un vrai boulet. Le problème, c'est que sa composition fait qu'il accroche au tube TPFE. Idéalement, on essaye de trouver le chemin le plus direct vers l'extrudeur et on évite les courbes ou les plis. Sur l'AMS acheté, il y a une sortie rien que pour lui, qui se trouve ici. Et pareil dans l'imprimante. On tire un des tubes et on le place ici. Sur l'écran, on remplace le module AMS par un externe. On ajoute la matière, la couleur, tout ça, et on clique sur charger. Puis, on prend son mal en patience. Bah oui, à force d'être assisté, surtout, on devient fat. Et on le pousse jusqu'à la tête. Bamboo recommande de positionner l'AMS le plus parallèle possible par rapport à l'entrée. Mais je l'ai mis sur une caisse en carton qui me semblait à la bonne hauteur. Malgré qu'il est loin de l'entrée et qu'au toucher il faut tirer fort, l'extrudeur agrippe suffisamment le filament et il gère bien le débit. Sinon, on peut toujours le raccorder en direct par le dessus avec un porte-bobine et sans tube PTFE. C'est quand même la meilleure solution. Une buse en 0,4 avec le TPU, ça passe. Mais c'est plus rapide en 0,6. Et en même temps, ça évite les bouchages. Bah oui, quitte à être chiant, autant le faire jusqu'au bout. Les buses sont super faciles à changer. On enlève le caoutchouc de protection et ça se clipse. Elles sont aimantées. C'est pratique pour passer d'une buse à l'autre super rapidement. Je ne sais pas pourquoi, mais à ce jour, il n'est pas possible d'imprimer avec une buse différente sur chaque tête. Du moins, en même temps. Dites-moi en commentaire si c'est normal ou si c'est moi qui m'étais fait un film. Parce que j'aurais trouvé ça cool de pouvoir imprimer une partie de la pièce en 0,6 et le dessus en 0,4, par exemple. On ouvre les paris. À votre avis, combien de temps d'impression? 1 jour et 9 heures. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même quelques sous-extrusions. D'un autre côté, j'ai toujours pas lavé la plaque et la calibration n'a pas été faite. Oui, je tenais vraiment à la faire bugger. J'avais bon espoir que ça fonctionne parce qu'à part cette petite ligne, le cône que j'avais lancé en test était parfait. D'un autre côté, le système d'alimentation par l'arrière n'est pas super adapté pour ma configuration. Ce gros bébé est imposant. Il ne me laisse plus beaucoup de place pour installer l'AMS au plus près de l'entrée TPU.
Je suis obligée de le mettre sous le côté, ce qui ajoute de la longueur de fil. Rajoutez à ça un peu de résistance au niveau du roulement et de la sortie en caoutchouc. Le tube PTFE sort avec les va-et-vient, ce qui fait un mini pli ici. Tous ces petits éléments mis bout à bout, ça donne ça. Cette fois-ci, on fait les choses autrement. Calibration, plateau propre, toujours la MSHT mais sous le côté, couvercle ouvert, bus de 0,6 et le fil qui passe en direct. Ah ça, je m'y attendais pas du tout. À force de lui faire des blagues, c'est elle qui m'en fait maintenant. Cette bonne guerre. Je ne sais pas si c'est le remplissage en géroïde qui le rend fou, mais j'ai dû désactiver la surveillance par l'IA pour terminer cette impression. Qui l'aurait cru? On dirait bien que c'était la solution. On pourrait encore optimiser le système avec un port bobine classique et l'orienter pour qu'il n'y ait plus du tout de contact avec le filament. Mais ici, je voulais faire avec ce qui était fourni. Oui, la boîte en carton n'était pas avec, mais poussez pas trop non plus. Bon, je crois qu'on a descendu la liste de tous les principaux filaments à tester. Pour pousser la précision encore plus loin, il y a une plaque Vision Encodeur. C'est un quadrillage muni de plusieurs petits QR codes. Après calibration, l'imprimante peut avoir une précision jusqu'à 50 microns. C'est un point que je dois encore approfondir pour avoir un recul suffisant. Sinon, petite recommandation, c'est un gros bébé de plus de 30 kg qui se balance sur la table. Même si les pieds en caoutchouc amortissent bien les vibrations, il se fait remarquer quand il tourne à pleine vitesse. Pas besoin non plus d'un meuble breton, mais quand même quelque chose de résistant. Pour le reste, nettoyage des bus performants, idem pour le coupe-fil, l'injection des crottes. Rien à signaler non plus sur la mécanique, ça roule comme sur des roulettes, tout est bien usiné et ça respire la qualité. J'ai vu tout ce qui me semblait utile, mais s'il manque quelque chose ou si vous avez un point précis à connaître, écrivez-le en commentaire. Pour le 3D, c'est validé à 100%. Encore une fois, ils confirment leur place du leader du moment. Vendu! Oui, je m'en fous, complètement. De toute façon, tous ceux qui ont une bambou vous le diront. Entre facilité d'utilisation et performance, c'est le top. Je sais qu'il y a une team bambou et pas team bambou. En attendant, celle-là, jamais eu de problème. Celle-là, jamais eu de problème non plus. Est-ce que c'est réellement ce qu'on attendait? Je pense que dans nos esprits, la plupart fantasmaient sur un benchy en 5 minutes, un multicouleur sans perte et une imprimante qui fait le café. La totale. On voudrait que la technologie avance plus vite, mais la réalité veut que c'est un pas après l'autre. Et avec tout ce qu'on vient de voir, c'est clairement un pas de plus dans la bonne direction. Ils ne prétendent pas révolutionner quoi que ce soit. En fait, ils adaptent la technologie industrielle à une échelle plus petite. Et même si certains pensent le contraire, à un coût abordable. Si. Et ça, c'est déjà une prouesse. Moi, je constate qu'ils sont partis d'une base. Ils ont pris toutes les remontées utilisateurs de ces 2 dernières années et ils les ont intégrées dans une machine plus grande, plus performante et font de leur mieux pour qu'elle soit moins gourmande en filaments, mais sans laisser la qualité de côté. Quoi que vous en pensez, c'est une des rares sociétés qui se fout pas de notre tronche. Et ça, c'est précieux. Est-ce que je suis objectif? Absolument pas. C'est Bamboo qui m'a fait découvrir et apprécier l'impression 3D. Et j'ai bien conscience que sans eux, on serait encore tous au Moyen-Âge à calibrer la hauteur de la buse avec une feuille de papier. De toute façon, au final, que ce soit eux ou quelqu'un d'autre, tout ce qui compte, c'est que vous soyez bien avec votre imprimante et qu'elle vous apporte le résultat que vous souhaitez. Enfin voilà, je vous ai montré les conditions dans lesquelles j'utilise une imprimante 3D, comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Le reste, 3 petits points. Et soyez bénis, à bientôt. Oh pardon. Attends. Ouais, c'est là. Vas-y. Aide-moi. À plat, sur le côté, là où il y a l'étiquette. Mais putain, t'es con. J'en ai marre. À plat, sur le côté, là où il y a l'étiquette. Mais où? Là. Mais t'es vraiment trop con. Il vient se mettre en dessous de l'étiquette. Et là, tu le mets là, le bordel à plat, et tu viens le mettre ici. Allez. C'est l'étiquette. Non. Attention. Je vois pas où. Ah, voilà, ça y est.